Le Venezuela est l'économie la plus mal gérée au monde, et bien que cette affirmation soit ambitieuse et que la concurrence soit rude, il n'y a tout simplement aucun autre pays au monde qui ait aussi mal géré une position aussi privilégiée. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole de tous les pays du monde, et de loin. Le deuxième, l'Arabie Saoudite, devrait trouver des réserves de pétrole supplémentaires d'une valeur d'un État américain entier pour atteindre les réserves de ce seul petit pays d'Amérique du Sud. Nous avons vu à maintes reprises sur cette chaîne que la richesse en ressources naturelles n'est pas synonyme de prospérité économique, mais à cette échelle de richesse en ressources naturelles, le pays aurait pu se frayer un chemin vers la classe supérieure mondiale. Malheureusement, ce qui aurait dû être une voie facile vers la prospérité a été gâché, et depuis son apogée, le pays a perdu plus de 80% de son PIB en moins d'une décennie. L'effondrement a été si grave que de nombreuses agences économiques internationales ne collectent plus de données à ce sujet, car l'économie est trop mal gérée. On pourrait presque en rire si ce n'était pas aussi tragique. Le pays est aujourd'hui l'une des économies les plus dangereuses et les plus appauvries du monde. Le Venezuela, pour toute une série de raisons qui méritent d'être explorées individuellement, est devenu très isolé du reste du monde. Ses habitants partent en masse et sa gouvernance est devenue si instable qu'il ne peut même pas accéder à la main-d'œuvre et aux investissements nécessaires à l'exploitation de ses abondantes réserves pétrolières. Cette situation n'est pas prête de s'améliorer. À la fin de l'année dernière, le pays a menacé d'annexer la Guyane voisine, ce qui l'aliène encore plus au sein de la communauté internationale. Et à la fin du mois dernier, le pays a organisé des élections très controversées qui soulèvent d'énormes questions sur qui est réellement aux commandes. Le Venezuela est l'équivalent national d'un gagnant de loterie trop incompétent pour réclamer son billet gagnant et encore moins pour gérer l'argent une fois qu'il l'a reçu. Mais s'il y a plus à apprendre de l'échec que du succès, c'est un bon point de départ. Donc, comment un pays qui avait tant d'atouts a-t-il fini par devenir si pauvre ? Ces problèmes venaient-ils uniquement de l'intérieur ou des forces extérieures ont-elles contribué à sa disparition ? Et enfin, bien sûr, existe-t-il un moyen réaliste pour le pays de redresser son économie ? Une fois que nous aurons fait tout cela, nous pourrons placer le Venezuela sur le tableau de classement de l'économie expliquée. Pendant la majeure partie de son histoire, le Venezuela a été un territoire dépendant du pétrole. Avant même que les Espagnols n'entrent en contact avec le pays, les indigènes utilisaient les goudrons de pétrole qui s'échappaient du sol pour faire du feu toute la nuit ou pour imperméabiliser leurs canoës. Paralysé après sa libération au XIXe siècle, le pays n'a pas seulement bénéficié de la découverte du pétrole. C'est la seule chose qui a permis au gouvernement de rester stable grâce au financement de l'État ou à la corruption pure et simple. Et pendant un certain temps, même si c'est loin d'être parfait, cela a fonctionné. Le Venezuela moderne est l'un des États rentiers pétroliers les plus connus, tirant une grande partie de ses revenus des loyers versés par les entreprises, les gouvernements et les particuliers étrangers. La production annuelle a explosé au cours des années 1920, passant d'un peu plus d'1 million de barils à 137 millions, faisant du Venezuela le deuxième pays après les États-Unis en termes de production totale en 1929. En 1935, le bolivar vénézuélien s'est envolé, le pétrole devenant la priorité absolue, représentant 90% des exportations totales du pays, ce qui a entraîné un terrible cas de syndrome hollandais, une tendance qui restera courante jusqu'au XXIe siècle. En conséquence, le pays a connu une croissance convenable, bien qu'elle ait été fortement basée sur l'extraction du dit pétrole pour financer une économie par ailleurs non viable, qui dépendait également de l'importation de la majeure partie de ce dont elle avait besoin en échange de son pétrole. Alors que l'extraction du pétrole se poursuivait, 3 sociétés étrangères seulement contrôlaient 98% de l'industrie pétrolière vénézuélienne. Gulf, Royal Dutch Shell et Standard Oil. Le gouvernement a tenté de réformer le secteur pétrolier afin de faire rentrer des fonds dans les caisses de l'État. La loi sur les hydrocarbures de 1943 a été le premier pas dans cette direction, exigeant des compagnies étrangères qu'elles reversent la moitié de leurs bénéfices pétroliers à l'État, une mesure qui a permis de multiplier par 6 les revenus de l'État en l'espace de 5 ans seulement. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Dans les années 1950, le Venezuela s'est assis à la table des superpuissances économiques. À cette époque, il était le 4e pays le plus riche du monde. Dans les années 1960, le statut de pétro-État du Venezuela était si important qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Irak et l'Iran pour fonder l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, communément appelée l'OPEP. Il s'agissait d'une manœuvre magistrale dans le domaine des exportations, car elle permettait à l'OPEP et aux pays qui l'ont suivi, comme les Émirats arabes unis, le Qatar et la Libye, de déterminer les prix en contrôlant la production pour les maintenir à un niveau élevé. Techniquement, il s'agissait d'une fixation des prix par le biais d'un pouvoir de marché monopolistique, mais aucun de ces facteurs n'a vraiment été mis en cause, car il s'agit d'entités souveraines, contrairement à une société qui est, du moins en théorie, soumise aux lois des pays dans lesquels elle opère. Le Venezuela, ainsi que les autres pays cités, a ensuite nationalisé ses industries pétrolières. Pour le Venezuela, cet organisme nationalisé est Petróleos Venezuela, SA, ou PDVSA en abrégé. Toute cette dynamique s'est accélérée lorsque le Venezuela a continué à découvrir des gisements de pétrole qui l'ont fait passer du statut de modeste État pétrolier à celui de grand État pétrolier du monde.
À partir du début des années 2000, l'économie a connu un véritable boom, le produit intérieur brut atteignant un sommet de 372,59 milliards de dollars en 2012. Cette évolution a été alimentée presque entièrement par ses exportations prisées. Après tout, le PIB, c'est la consommation, plus l'investissement, plus les dépenses publiques, plus les exportations nettes. Alors, comment un pays avec autant d'atouts a-t-il pu devenir si pauvre ? Cela tient en grande partie à deux mots: mauvaise gestion. L'activité du gouvernement avant et après la flambée des prix du pétrole en 2004 en est un exemple. Selon l'Agence internationale de l'énergie, AIE, cette hausse est due à une forte croissance de la demande en Asie et en Amérique du Nord. Le fait qu'une guerre en cours au Moyen-Orient ait perturbé les chaînes d'approvisionnement d'autres grands fournisseurs mondiaux n'a pas non plus nui à la situation. Le Venezuela a pris des mesures qui l'ont placé dans une position avantageuse pour tirer parti de la flambée. En 1999, les nouveaux dirigeants ont cherché à exploiter de nouveaux gisements de pétrole, qui étaient devenus assez stagnants dans les années 1970, en fixant des quotas et en adoptant une position ferme à l'égard de la corruption et de la bureaucratie. Ils ont également vidé le PDVSA de sa substance après une guerre de l'industrie en 2002, en remplaçant des milliers de travailleurs par des personnes qui adhéreraient au nouvel objectif. Le Venezuela s'est ainsi retrouvé avec beaucoup d'argent, et le gouvernement a essayé, du moins en apparence, d'améliorer le niveau de vie grâce à des systèmes de protection sociale très généreux. Les soins de santé, les subventions alimentaires et l'éducation ont servi de piliers représentatifs pour montrer au monde et à la population des signes d'un leadership fort. Avec une assistance sociale enviable et une diminution rapide de la pauvreté, le Venezuela a commencé à ressembler à une réussite économique, surtout aux yeux de sa population, ce qui était l'objectif principal du gouvernement vénézuélien, étant donné que la foi dans ses institutions avait été ébranlée au cours des 50 dernières années. Dans les années 2000, avec la hausse des prix du pétrole et des projets sociaux massifs, le pays semblait sur le point de devenir la plus grande réussite progressiste de l'Amérique latine moderne. Mais il y avait un gros problème. Cela n'a jamais vraiment fonctionné, ou du moins, ce n'était pas durable. Bien sûr, lorsqu'elles sont bien gérées, des exportations importantes peuvent parfois protéger un pays d'une crise financière, comme celle de 2008. Le pétrole présente également une faible élasticité de l'offre et de la demande, en raison du processus complexe et coûteux de mise en place de l'extraction pétrolière et du fait que les gens n'ont pas vraiment le choix de ce qu'ils mettent dans leur voiture, respectivement. Le Venezuela n'a pas vraiment souffert du coup de la mise en place d'une infrastructure d'extraction non plus, sa nation flotte pratiquement sur le pétrole, ce qui signifie qu'il n'a pas eu besoin d'investir dans des forages offshore ou avancés, il lui suffisait de planter une paille dans le sol pour que du brut en jaillisse. Ce qui a vraiment fait pencher la balance, ce sont les dépenses, et plus précisément la manière dont cet argent a été dépensé. La corruption est un problème massif à tous les niveaux, depuis les petits pots de vin versés aux forces de l'ordre local jusqu'au gouvernement national. Et avec autant d'argent en jeu, il y avait une incitation à se remplir les poches. Les emplois les plus convoités du pays sont devenus des emplois gouvernementaux financés par les revenus du pétrole parce qu'ils avaient les moyens de les détourner facilement. Des milliards de dollars transférés sur des comptes officiels n'ont toujours pas été comptabilisés à ce jour, sans parler de la corruption plus banale qui se produit au niveau individuel. En 2006, un article a révélé qu'un groupe restreint de banquiers vénézuéliens avait profité de l'acquisition d'obligations argentines par le gouvernement vénézuélien au détriment du Trésor national. Ensuite, il y a les programmes sociaux susmentionnés, qui semblaient excellents en apparence. Les politiques du gouvernement étaient essentiellement très populistes et consistaient essentiellement à distribuer l'argent du pétrole pour garder les faveurs du peuple. Bien sûr, ce n'est pas mauvais en soi, après tout ces ressources naturelles appartiennent au peuple, mais cela a rendu le pays très dépendant des prix du pétrole, en particulier lorsqu'il devait adhérer aux quotas de l'OPEP. En d'autres termes, lorsque la conjoncture était favorable et que les prix du pétrole restaient élevés, le Venezuela est parvenu à augmenter son PIB par la force jusqu'en 2014. Mais la situation a changé radicalement lorsque certaines choses ont commencé à se gâter très rapidement. Après avoir augmenté pendant plus d'une décennie, les recettes pétrolières ont chuté de 93% entre 2012 et 2020. Au cours de cette même période, le revenu par habitant a diminué de 72%. En 2014, l'inflation avait atteint 69%, le taux le plus élevé au monde à l'époque. En 2018, l'inflation a grimpé en flèche pour atteindre plus de 130 000%, et en 2023, elle était encore de 190%. Le fait de dépendre presque entièrement du pétrole allait toujours poser des problèmes, mais les problèmes de la nation ont surtout été liés à la manière dont le gouvernement vénézuélien a géré, et continue de gérer, ce qui aurait dû être une occasion en or. Bien sûr, c'est ici que nous évoquons la Norvège, la référence en matière de gestion des richesses pétrolières. Les deux pays possèdent des industries pétrolières publiques, mais la différence essentielle est que la Norvège a utilisé son pétrole pour générer une richesse durable, alors que le Venezuela a fait l'équivalent macroéconomique de gagner à la loterie pour ensuite tout dépenser dans un manoir et des voitures de luxe.
La Norvège utilise toujours ses revenus pétroliers pour financer de généreux programmes sociaux, mais la seule différence c'est qu'elle les place d'abord dans un fonds d'investissement. Au lieu d'utiliser les profits pétroliers pour se remplir les poches et donner à sa population une satisfaction immédiate et éphémère, la Norvège a créé le plus grand fonds souverain du monde. Aujourd'hui, il vaut 1600 milliards de dollars, soit 295 000 dollars par citoyen norvégien. La Norvège a également imposé une règle selon laquelle toute dépense provenant du fonds pétrolier ne peut être supérieure au rendement attendu, connu sous le nom de règle des 3%. Cela signifie que le pays ne dépense pas techniquement ses revenus pétroliers non renouvelables, mais qu'il dépense en fait les rendements conservateurs de ses investissements. Le fonds est également soumis à des restrictions. Il ne peut pas investir dans ce que le pays considère comme immoral, ce qui, ironiquement, inclut les combustibles fossiles. Maintenant, comparez cela au Venezuela. En l'absence de restrictions telles que la règle des 3%, le gouvernement vénézuélien aurait pu rendre beaucoup d'argent au peuple en peu de temps, mais le coût de l'obtention de l'approbation publique et régionale a créé un déficit paralysant. Enfin, le choix d'un fonds de patrimoine personnel qui ne profite qu'à quelques groupes peu recommandables, au lieu d'un fonds souverain qui profite à tous, longtemps après l'épuisement du pétrole, crée un équilibre extrêmement injuste de la richesse et du pouvoir. C'est d'ailleurs la cause de la plupart des luttes des Vénézuéliens, comment le pouvoir est distribué et comment il est utilisé. Les deux pays avaient des objectifs similaires lorsqu'il s'agissait de gérer l'industrie pétrolière. Ils voulaient utiliser cette ressource pour enrichir le gouvernement tout en faisant de leur mieux, pour mettre en place des systèmes permettant de satisfaire la population. Cependant, alors que la Norvège a adopté une planification patiente et un protocole strict, l'industrie pétrolière vénézuélienne, bien que nationalisée, n'a pas eu la prévoyance de créer des mesures réglementaires qui auraient abouti à un succès durable. La question se pose donc, ces problèmes venaient-ils uniquement de l'intérieur ou des forces extérieures poussaient-elles à sa perte ? Historiquement, le Venezuela est tombé dans le piège de donner un peu trop de pouvoir aux entreprises occidentales, au lieu de rechercher une collaboration qui formait ses citoyens à travailler de manière indépendante. Quelque chose que la Norvège a observé dans le monde entier, ce qui les a encouragés à garder les participants étrangers à distance. Mais cela ne joue qu'un rôle mineur dans la crise économique à laquelle le Venezuela est confronté aujourd'hui. Depuis 2005, les États-Unis imposent des sanctions ciblées aux personnes et entités vénézuéliennes qui se sont engagées dans des actions criminelles, antidémocratiques ou corrompues en réponse à l'augmentation des violations des droits de l'homme et de la corruption par le gouvernement au pouvoir depuis 2013. Un argument répandu et faisable est que les États-Unis ont imposé ces sanctions au Venezuela plutôt qu'à d'autres pays parce qu'il s'agit d'une menace majeure pour leur industrie pétrolière nationale. Mais l'impact de ces sanctions n'est qu'une cerise sur le gâteau d'une série croissante d'échecs nationaux dont la responsabilité incombe uniquement à la gouvernance vénézuélienne. Plusieurs exemples permettent de mieux cerner la situation. Pour commencer, le pays possède les pires droits de propriété au monde, les biens étant souvent saisis sans compensation, ce qui est terrifiant pour les entreprises étrangères qui, pour la plupart, se sont retirées du pays, car même avec la richesse pétrolière, il est trop risqué d'y faire des affaires. C'est comme extraire de l'or sous smog. Il y a beaucoup d'argent à se faire, mais il y a d'autres endroits plus sûrs pour obtenir la même chose. Le pays pourrait maintenant extraire son propre pétrole, et il a une compagnie pétrolière d'État. Mais même celle-ci est un peu nulle parce qu'il n'y a plus de personnes intelligentes pour la diriger. La fuite des cerveaux est loin de décrire l'exode vénézuélien. Plus de 6,1 millions de réfugiés et de migrants ont quitté le Venezuela en raison des troubles politiques, de l'instabilité socio-économique et de la crise humanitaire actuelle. Des personnes bien éduquées ont quitté le pays parce qu'il existe de bien meilleures opportunités ailleurs, moins dépendantes de l'obtention d'un emploi gouvernemental pépère où leurs biens pourraient être saisis à tout moment ou être victimes de violences politiques ou criminelles. D'une manière ou d'une autre, le gouvernement a tâtonné, et comme il a perdu beaucoup de travailleurs qualifiés et qu'il ne peut pas obtenir d'investissements internationaux, il a du mal à forer du pétrole, la seule bouée de sauvetage dont il disposait. Le pays est aujourd'hui en tête de l'indice de misère, la criminalité est endémique et l'inflation est l'une des plus élevées au monde. Le gouvernement, qui tente désespérément de s'accrocher au pouvoir, ne fait qu'empirer les choses en prenant des mesures telles que l'invasion de la Guyane après la découverte de pétrole et l'organisation d'élections critiquées par tous. En l'absence de changements majeurs, qui, sain d'esprit, voudrait vivre, travailler ou investir dans un tel pays ? Existe-t-il un moyen réaliste de redresser l'économie vénézuélienne ? À la lumière des récents développements, l'avenir semble sombre, ou plus exactement, désolant. Récemment, le gouvernement s'est efforcé de modifier la Constitution, privant encore davantage les citoyens de leur droit à la collaboration démocratique. Cela encouragera sans aucun doute les puissances occidentales à renforcer les sanctions jusqu'à ce que la crise soit résolue. Avec plus de revenus pétroliers pour le peuple appauvri et aucun plan de jeu clair pour diversifier et surmonter ce qui est sans doute l'un des pires effondrements économiques de l'histoire, le Venezuela est une nation qui n'a pas grand-chose à espérer. Le pays, sans l'ombre d'un doute, est l'exemple le plus frappant de ce qui se passe lorsque la malédiction du pétrole s'installe, sans que personne au pouvoir ne soit capable de réorienter le pays vers quelque chose de plus durable. Les dirigeants vénézuéliens ont littéralement eu toutes les chances de transformer cette ressource en une source de richesse.
S'ils avaient géré la situation comme la Norvège, ou même les États-Unis ou le Canada, ils auraient pu éduquer correctement leur main-d'œuvre, investir la richesse dans quelque chose qui prend de la valeur, ou même créer une infrastructure pratique pour soutenir d'autres industries. Mais ils n'ont pris aucune de ces mesures, et maintenant ce n'est pas seulement l'économie, mais aussi la population qui va souffrir pendant des décennies. Il est temps de placer le Venezuela sur le tableau de classement de l'économie expliquée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons signaler que la Banque mondiale a cessé de collecter des données macroéconomiques sur le Venezuela en 2014, parce que le pays est devenu trop instable pour être surveillé efficacement, donc pour cette liste, nous utiliserons les estimations du FMI, qui, de manière réaliste, devraient être très similaires. En commençant, comme toujours, par la taille, le Venezuela a un PIB de 102 milliards de dollars, ce qui en fait la 69e économie du monde. Il obtient une note de 5 sur 10. Ce chiffre est réparti sur une population de 28,3 millions d'habitants, qui diminue rapidement, ce qui signifie que le pays a un PIB par habitant de 3 867 dollars. Cela représente environ un quart de la moyenne mondiale dans le pays le plus riche en ressources de la planète. Cela le place au même niveau que des pays comme la Bolivie, le Sri Lanka et la Palestine. La note est de 2 sur 10. La stabilité et la confiance sont bien sûr tragiquement mauvaises. Entre la corruption rampante, les ressources gaspillées, les pires droits de propriété au monde, l'exode massif de la population, les sanctions mondiales, les positions hostiles à l'égard de son voisin direct, l'hyperinflation, l'insécurité alimentaire, les niveaux extrêmement élevés d'activité criminelle, et maintenant l'une des élections les plus condamnées de l'histoire moderne, ce n'est pas génial, et le pays obtient une note de 1 sur 10 uniquement parce qu'il ne se bat pas activement contre une guerre civile, pour l'instant. La croissance a été la pire de toutes les grandes économies du monde au cours de la dernière décennie. Depuis 2012, le pays a perdu plus de 80% de sa population économique. Il est passé d'une puissance mondiale à revenu moyen à un contre-exemple désespérément appauvri, ce qui lui vaut un 0 sur 10. Enfin, l'industrie. Le pays possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, mais il n'a pas la capacité industrielle nécessaire pour le pomper en échange d'argent. C'est l'un des glitches d'argent les plus faciles qui soit et il ne peut même pas entrer le cheat code correctement. Il n'y a pas non plus d'autres industries nationales parce que tout a été écrasé par la domination de l'industrie pétrolière, jusqu'à ce qu'elle soit elle-même écrasée par une ineptie économique totale. 0 sur 10. Au total, le Venezuela obtient une note moyenne de 1,6 sur 10, ce qui le place en dernière position à égalité avec le Liban, une économie nettement plus petite qui n'a pas bénéficié des mêmes avantages que le Venezuela. Si vous êtes curieux de voir ce qui a mal tourné là-bas, nous allons réaliser une vidéo complète sur l'effondrement économique du Liban, que vous devriez pouvoir cliquer sur votre écran maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao.